Je vous salue et vous remercie pour l'attention que vous portez à ce programme. Nous sommes à la troisième semaine, ça veut dire nous parlons du troisième module qui va parler de la construction d'une offre, qui est un sujet très très important. Nous allons commencer avec le diagnostic entrepreneurial. Ensuite, nous allons voir la vision entrepreneuriale. Merci pour tous ceux qui ont passé de la séance de coaching. Nous allons avancer et aujourd'hui nous parlons de la construction d'une offre. La construction d'une offre est l'un des sujets les plus déterminants en entrepreneuriat. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que leur problème, c'est le marketing, leur problème, c'est le manque de financement, alors que leur véritable difficulté est souvent une offre mal définie, une offre mal présentée ou insuffisamment adaptée à leur marché. Plusieurs même ont du mal à présenter leurs entreprises, dire clairement ce que font leurs entreprises. Donc quand votre offre n'est pas claire, sachez que ce sera difficile de pouvoir conclure une vente avec un client. À la fin de ce module, pour ceux qui vont suivre, vous serez capable de concevoir, de tester, améliorer une offre répondant à un besoin réel du marché avec une proposition de valeur claire et différenciante. On va commencer par définir d'abord c'est quoi une offre. Parce qu'on connaît la construction d'une offre. On se pose la question, l'offre c'est quoi? L'offre, c'est cette promesse de valeur que vous faites à un client. L'offre, c'est cette promesse de valeur que vous faites à un client en réponse à un besoin identifié dans des conditions qui rendent l'achat attractif. Donc, tu as identifié un besoin chez ton client, tu lui fais une proposition, tu lui fais une promesse de valeur, tu lui dis, voilà, par rapport à tel problème que tu as, je vais faire ceci, cela. Je te propose ceci, cela. Je t'offre tel produit ou tel service pour résoudre ton problème. Et vous le faites dans des conditions qui rendent l'achat attractif. Voilà. L'offre commerciale, c'est plus qu'un document ou une liste de prix. C'est la promesse de valeur que vous faites à votre client. C'est le fondement sur lequel repose toute votre activité, cette offre-là. En fait, quand on parle de la construction de l'offre, on parle de cette promesse de valeur. Comment vous la faites? Qu'est-ce que vous promettez à vos clients? Comment vous faites cette promesse? Une offre bien construite vous permet de vous démarquer de la concurrence, vous permet de convaincre vos prospects, vous permet de bien bâtir une relation durable avec vos clients, avec vos prospects. Très important. Vous faites une proposition formelle à un client potentiel ou existant. Ce que vous cherchez, c'est de convaincre à conclure avec vous une vente. C'est ça le but. Une offre, c'est une proposition formelle, clairement. Si vous devez retenir, c'est que lorsque je dis une proposition, une promesse de valeur, c'est compliqué. Clairement, vous devez comprendre qu'une offre est une proposition formelle faite par vous ou par une entreprise à un client potentiel ou existant dans l'objectif de le convaincre afin de conclure une vente. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, c'est comment vous devez construire, concevoir, faire cette proposition. Lorsqu'on parle d'une offre, il y a 6 composantes essentielles. 6 composantes essentielles qui ne doivent pas manquer dans votre offre. Premièrement, le produit, le service. Ce que vous vendez doit être visible dans votre offre. Vous présentez votre produit, vous présentez votre service parce que l'entreprise vend soit des produits, soit des services. Vous présentez votre produit, je vends des produits de beauté. Quelles sont les caractéristiques de ce produit? Quelles sont les qualités de ce produit? Comment vous vendez ce produit? En paquet? Vous le vendez comment? Ou c'est un service? Service d'assainissement par exemple. Quelles sont les caractéristiques de ce service? Quelles sont les qualités de ce service? Quels sont les packaging de ce service? Très important. Deuxième élément essentiel dans l'offre, c'est le client cible. Celui à qui tu vends. Ça doit être quelque chose, ça doit être des clients que vous connaissez. Vous faites un segment précis. Ça veut dire, vous pouvez le faire par rapport à l'âge. Vous pouvez le faire, c'est-à-dire, je vends mon produit dans la catégorie de 10 à 15 ans, de 0 à 18 ans, de 30 à 45 ans. Quand vous savez que vous vendez de 30 à 45 ans, quel langage vous devez utiliser? Quelle façon de faire que vous devez utiliser?
quel genre de présentation que vous devez faire. C'est très important de connaître la cible, le client cible. Quels sont les besoins de ce client-là? Quelles sont les attentes de cette catégorie de clients-là? C'est très important. Quand vous ne tenez pas compte de ça, vous allez faire une offre qui est adaptée, qui est une offre à une catégorie des vieux, et vous faites la présentation comme si vous parlez à des jeunes, ça ne passera pas. Troisième composante essentielle d'une offre, la proposition de valeur. Pourquoi le client devrait choisir cette offre plutôt qu'une autre? Quelle est cette valeur ajoutée? Quel est ce que vous proposez comme valeur? Très important. Pourquoi le client devrait ne pas acheter chez votre concurrent et acheter chez vous? Cela doit ressortir dans votre offre. Quelle promesse, quelle proposition de valeur, quelle promesse de valeur que vous faites à votre client cible? Quatrième chose qui doit ressortir dans votre offre, c'est le prix. Beaucoup hésitent de mettre le prix dans l'offre, alors que c'est important de mettre le prix dans l'offre. C'est une composante essentielle dans votre offre. La stratégie tarifaire. Il y en a qui mettent, vous allez voir, il y en a qui créent le prix. Et ça, c'est catégorie premium, catégorie standard, catégorie professionnelle, et regroupe. C'est pour ceux qui veulent juste des options limitées, des options moyennes et des options totales. Mais pour chaque option, vous devez mettre un prix. C'est très important. Le prix doit ressortir dans votre offre. Cinquième élément, la distribution. Quand on parle de la distribution, c'est comment est-ce que vous pensez acheminer votre produit ou votre service auprès du client. Comment l'offre atteint le client. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est digital? Ou c'est hybride? Hybride, ça veut dire et en même temps physique et en même temps digital. Et le cinquième élément essentiel dans l'offre, c'est la communication. Comment l'offre est présentée et perçue. Là, on parle du branding, on parle du storytelling, on va le voir, et on parle du marketing. Très important. Les 6 éléments, les composantes essentielles d'une offre, le produit ou le service, les clients cibles, la proposition de valeur, le prix, la distribution et la communication. Voilà les éléments essentiels d'une offre. Lorsque vous voulez concevoir une offre, n'oubliez pas le prix, le produit ou le service, cibler le client, la proposition de valeur, le prix, la distribution et la communication. Je donne l'exemple. 2 entreprises peuvent vendre exactement le même ordinateur. L'une vend uniquement un appareil, l'autre propose un ordinateur préconfiguré, propose en dehors de cet ordinateur une formation. En dehors de la formation, il propose une garantie de 2 ans et une assistance technique, genre, dès qu'il y a un problème, nous allons vous assister. C'est le même produit, mais l'offre est différente. Donc la manière de présenter votre offre, comme je disais, est très importante. Il va faire que votre client puisse accrocher, vos prospects accrochent ou pas, c'est la manière de présenter votre offre. Alors, nous allons parler de l'offre. Là, nous allons parler maintenant des étapes pour construire cette offre, parce que nous parlons exactement de la construction d'une offre. Première étape pour construire une offre, c'est de faire une analyse du marché. Première étape pour construire une offre, c'est l'analyse du marché. Avant de définir ce que vous allez vendre, vous devez comprendre le marché sur lequel vous évoluez. L'étude de marché est l'étape fondatrice qui permet de rassembler les informations nécessaires pour construire une offre pertinente. Vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose, dans la vente de votre produit ou de votre service, sans connaître le marché dans lequel vous voulez vendre ce produit ou ce marché ou ce service. Vous devez toujours effectuer une analyse du marché. Première chose que vous devez faire dans l'analyse du marché, c'est analyser les tendances du marché. Ça veut dire comment évolue l'offre et la demande sur les dernières années. Le produit que vous voulez vendre sont des chaussures. Dans ce marché, comment évolue l'offre et la demande? Les gens recherchent des chaussures. Comment les gens vendent des chaussures et comment ça se présente? Vous le faites pour l'année où vous êtes et les années qui ont précédé. Vous devez regarder le nombre de clients, la quantité des ventes et le nombre d'entreprises présentes dans ce marché-là. Ça veut dire, si votre marché c'est la ville de Kinshasa, combien d'entreprises vont faire la même chose que toi? Si votre marché c'est la ville de Lubumbashi, combien d'entreprises sont présentes
qui font la même chose que toi, qui vous proposent le même service, qui proposent le même produit que toi. Vous devez aussi, dans l'analyse des tendances, étudier la dynamique du secteur et les perspectives d'évolution. Comment ça se présente ici? Ce sont des ordinateurs. Est-ce que maintenant, quel type d'ordinateurs sont en train de rechercher? Est-ce que c'est des ordinateurs genre tablette? Est-ce que c'est des ordinateurs Dual Pro? Est-ce que c'est quel type de produit qu'on est en train de rechercher? Est-ce que mon produit évolue? Est-ce que le service évolue? Votre service, c'est service de l'informatique. Le service informatique, maintenant, comment ça se passe? Comment les gens le veulent? Ou la formation? Aujourd'hui, comment se passe les formations? Est-ce que vous allez garder le même système archaïque où vous invitez les gens à s'asseoir dans des bancs pour suivre la formation? Comment ça va se présenter? Quelles sont les perspectives d'évolution du marché? Ça, c'est l'analyse des tendances du marché. Deuxième chose, dans l'analyse du marché, c'est d'étudier la concurrence. Comme je l'ai dit depuis le début, vous ne pouvez pas vous lancer votre entreprise sans étudier la concurrence. Avant toute chose, pour élaborer une offre commerciale pertinente, commencez par analyser vos concurrents. Qui sont-ils? Leur nombre, leurs emplacements, les principaux acteurs du marché. Et les nouveaux entrants, c'est qui? Qui sont-ils? Deuxième question à vous poser. Que vendent-ils? Vous allez voir les produits qu'ils vendent ou les services qu'ils proposent et vous devez définir la position de votre offre vis-à-vis de leur. Est-ce que vous faites presque la même chose ou est-ce qu'ils font quelque chose qui vous dépasse? Ou bien vous proposez plus que eux? Vous devez positionner votre offre vis-à-vis de leurs offres. Troisième question à se poser. Comment se sont-ils développés? Vous devez essayer de connaître leurs histoires. Inspirez-vous de leurs échecs. Inspirez-vous de leurs succès. Trouvez un moyen de les connaître. Posez des questions sur eux. Comment se présente leur plan d'action commercial? Comment se présente leur stratégie de communication? Quels sont les axes de développement? Tout ça, vous devez connaître pour vous dire, comme eux, ils sont en train de faire de cette manière, voilà la manière que moi je vais employer pour pouvoir me différencier d'eux. Et pour pouvoir faire mieux qu'eux. C'est ça le souci. Dans le monde du marché, tu les appelles les concurrents. Donc, ce sont tes concurrents. Tu ne vas pas te pointer à faire la même chose qu'eux, alors qu'eux sont déjà là depuis longtemps. Ils ont déjà des racines dans ce marché-là. Les clients les connaissent. Les clients ne peuvent pas changer de fournisseur comme ça. Vous venez vous pointer avec un nouveau service, comme tous les autres, à moins que vous vous connaissiez avec ces clients-là. Mais eux sont habitués avec les anciens fournisseurs. Vous devez proposer quelque chose de mieux pour qu'ils se tournent vers vous. Et quatrième question à vous poser, c'est comment vous différencier, c'est ce que je suis en train de dire. Déterminer ce qui vous rend unique. Identifier les différences majeures entre vous et vos concurrents. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et vos concurrents? Depuis le début de cette formation, ce programme, je ne fais qu'insister sur ça. Vous devez savoir ce que vous voulez vendre. Vous devez connaître vos concurrents. Vous devez avoir la réponse quand on vous pose la question. Qu'est-ce qui vous rend unique? Que faites-vous de différent? Que proposez-vous de différent? C'est très important de le voir ainsi. Troisième chose dans l'analyse du marché, c'est d'utiliser des outils d'analyse. Je vais vous proposer un seul outil que vous connaissez, la matrice SWOT, S-W-O-T. Les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. C'est un outil précieux pour clarifier les forces, les faiblesses de votre proposition et comprendre les opportunités et les menaces du marché. On a déjà vu ça dans le diagnostic. Vous devez utiliser cette matrice SWOT pour pouvoir connaître votre marché. Quelles sont vos forces à vous? Quelles sont vos faiblesses à vous? Et quelles sont les opportunités que ce marché-là présente? Et quelles sont les menaces du marché? Parce que les forces et les faiblesses, c'est en vous. Les opportunités et les menaces, c'est dans le marché. C'est en dehors de vous. C'est très important d'utiliser cet outil, la matrice SWOT ou la matrice FFON en français. Ça, c'était la première étape pour construire une offre et de faire l'analyse du marché. Évidemment, on va revenir sur ça, surtout dans l'atelier pratique. Cette fois-ci, on va vraiment marteler sur l'analyse du marché. Deuxième étape pour construire un marché, c'est définir la définition du client idéal. On appelle autrement persona. La définition du client idéal. Il est essentiel pour toute entreprise d'identifier la clientèle cible qui sera la plus susceptible d'acheter ses produits ou services. Un ciblage efficace garantit que votre offre trouvera sa place sur le marché avec un plus fort potentiel de rentabilité. Vous allez entrer dans le marché de vendre des chaussures. Vous ciblez, vous dites, moi, je vais vendre des chaussures aux enfants
de 0 à 3 ans. C'est-à-dire, vous vous concentrez sur cette cible-là. C'est ça qui va vous permettre aussi de pouvoir vous garantir que vous allez trouver une place au sein du marché. Donc, de cibler, définir son client idéal est un très bon pas pour pouvoir trouver sa place dans le marché. Pourquoi cibler? L'intérêt de concentrer son effort sur un ciblage est multiple. Premier intérêt. Pourquoi cibler? Pour orienter votre stratégie marketing et commerciale sans vous éparpiller. Moi, j'ai de 0 à 3 ans, donc je ne vais pas proposer autre chose. Vous ne pouvez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat en faisant tout, en étant éparpillé. Sachez que vous allez vous cogner contre un mur. Première raison pourquoi cibler, orienter votre stratégie marketing et commerciale sans vous éparpiller. Deuxième raison, identifier un cœur de cible qui participera activement à votre croissance. Moi, c'est les enfants. Moi, c'est les ordinateurs, laptops. Moi, c'est les écrans plats. Moi, c'est tel service. Et tel service que je vais offrir à une catégorie bien connue d'entreprise. Troisième raison, répondre précisément aux besoins de vos clients. Lorsque vous êtes éparpillé, les clients ne se sentent pas directement concernés par votre offre pour répondre à leurs besoins. Donc, pour répondre précisément aux besoins de vos clients. Quatrième raison, augmenter votre notoriété et fidéliser vos clients. Il y a un nouveau vendeur qui est venu. Lui, il vend de telles robes. Lui, il vend de telles chaussures. Lui, quand on sait ce que vous vendez exceptionnellement, ça vous différencie aussi des autres. Cinquième raison pourquoi cibler, c'est pour adapter votre mix marketing. Le prix, le produit, la position et la communication. Sixième raison, c'est gagner en efficacité et obtenir de meilleurs résultats. Je vais parler de segmenter. Comment segmenter? Segmenter, c'est trouver les clients les plus susceptibles d'acheter. Je vends mon produit à Kinshasa, mais plus précisément dans le district de Djang. Je vends mon produit à Lubumbashi, mais plus précisément aux jeunes allant de 16 à 24 ans. Je vends mon produit. Il faut bien définir, bien segmenter votre marché. Vous pouvez avoir un segment principal et avoir à côté des segments complémentaires. C'est très important. Mais vous devez bien avoir un segment principal, les clients les plus susceptibles d'acheter. Ensuite, quand vous segmentez, vous allez bien étudier leur comportement. Ce sera plus facile l'étude de leur comportement. Vous pouvez faire des enquêtes en ligne, vous pouvez faire des entretiens individuels, vous pouvez faire des groupes de discussion pour connaître leurs habitudes, leurs attentes, leurs motivations, leurs freins. Vous ne pouvez pas être spécialiste de tout vendre à tout le monde. Un positionnement sur un grand nombre de segments peut brouiller votre offre et donner une impression de manque de qualité ou d'expertise. C'est comme un mécanicien tout terrain. Souvent, on ne va pas vers eux. Souvent, quand j'ai un problème avec mon véhicule, je vais chercher à aller précisément vers le mécanicien qui maîtrise la marque de mon véhicule. Si c'est une Toyota, je vais chercher un mécanicien qui maîtrise les Toyota. Si c'est une Hyundai, je vais chercher un mécanicien qui maîtrise les Hyundai. Une offre efficace s'adresse à un segment précis. Une offre efficace s'adresse à un segment précis. Un autre point, c'est élaborer un persona. C'est le client idéal. Après avoir compris pourquoi cibler et comment segmenter, maintenant je vais vous expliquer comment élaborer un persona. Ça veut dire un client idéal. Chaque entreprise doit avoir un persona. Son client idéal. Un persona est une représentation semi-fictive de votre client, bénéficiaire ou utilisateur idéal, construite à partir des données réelles. Ça veut dire des observations, des enquêtes, des entretiens, des statistiques et d'hypothèses raisonnables. Il permet de mieux connaître les besoins, les motivations, les comportements et les difficultés de votre cible afin d'adapter votre offre et votre communication. Un persona, c'est une représentation semi-fictive de votre client. Après avoir fait des enquêtes, des observations, des entretiens et des statistiques de votre marché, donc dans votre marché, j'allais dire, vous devez ressortir un persona, une représentation de votre client, une représentation du bénéficiaire ou de l'utilisateur idéal. Quand vous le faites, cela vous permet de comprendre les besoins, les motivations. C'est très important d'avoir son persona. Lorsqu'on parle de persona, il inclut notamment l'âge ou la tranche d'âge, la profession, le niveau de revenu, le secteur d'activité, les objectifs et les difficultés. Les critères d'achat
les habitudes de consommation et les canaux d'information. L'âge, la tranche d'âge, tel est de tel âge à tel âge, la profession. Moi, j'offre mon produit ou mon service au médecin, j'offre mon service. Aux mécaniciens, j'offre mon service. Aux agents de l'État, quel est le niveau de leur revenu? C'est très important. Les personnes à qui vous adressez votre produit, la majorité touche à un certain niveau de revenu. À un certain niveau de revenu. Quel est le secteur d'activité? Quels sont les objectifs? Quelles sont les difficultés qu'il y a avec ce personnel? Quels sont les critères d'achat? Quelles sont les habitudes de consommation? Quels sont les canaux d'information? C'est très important. Normalement, mon produit, je le vends aux enfants, aux élèves. Comment je le vends aux élèves? Les élèves, ils aiment manger ceci, les élèves, ils aiment manger cela. C'est très important. Par exemple, mon produit, je le vends à des jeunes professionnels, urbains, allant de 25 à 35 ans, qui sont connectés et qui recherchent des gains de temps. Voilà. C'est-à-dire, je leur vends tel service. Par exemple, l'assistanat virtuel. Je le vends à tous ces professionnels qui sont débordés, mais qui n'ont pas d'assistant ou d'assistant à leur bureau. On leur propose une assistance virtuelle. On s'occupe de tout ce qui est mail, lettres, administration, toutes ces choses. On les fait pour lui, mais en ligne. Parce qu'il n'a peut-être pas de bureau. Alors on le fait en ligne. Pour l'exemple des avocats, pour l'exemple des entrepreneurs, etc., etc. Donc ce que vous devez faire, on va le voir dans les ateliers, chacun de vous doit créer une fiche détaillée du client idéal. Première étape, analyse du marché. Deuxième étape, le persona, client idéal. Troisième étape, formulation de la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est le cœur de votre offre. La proposition de valeur est l'ensemble unique des bénéfices qu'un produit ou un service offre à ses clients cibles répondant à leurs besoins spécifiques par rapport à la concurrence. Par rapport à la concurrence. C'est la raison d'être de votre offre. Puisqu'ils vendent déjà ce produit-là. Mais pourquoi vous venez aussi en vendre? La proposition est l'ensemble unique des bénéfices qu'un produit ou un service offre à ses clients cibles, répondant ainsi à leurs besoins spécifiques par rapport à la concurrence. Pourquoi est-ce que c'est crucial d'avoir une proposition de valeur? Le succès d'une entreprise repose en grande partie sur sa proposition de valeur. Si cette proposition est ténue ou elle est inconsistante, il y a peu de chances que quiconque plébiscite votre offre. Une proposition de valeur claire permet de toucher plus facilement les clients. Une proposition de valeur floue peut entraîner des difficultés à attirer et à retenir les clients. Donc, vous devez vraiment être capable de faire une bonne proposition de valeur. La question à vous poser. Qu'apportez-vous de nouveau sur le marché? Quels besoins non satisfaits par la concurrence comblez-vous? Pourquoi un client vous choisirait-il plutôt qu'un concurrent? Je ne cesse d'en parler. La proposition de valeur répond à 3 questions essentielles. Pourquoi ce client choisirait-il cette offre? Quel bénéfice principal en retire-t-il? Et en quoi cette offre est-elle différente des alternatives? En parlant de la proposition de valeur, c'est de voir qu'est-ce que vous offrez de différent par rapport à votre concurrence. La formulation simple que vous devez avoir, c'est nous aidons le client cible à obtenir un résultat grâce à une solution que nous proposons, contrairement à nos concurrents. Par exemple, nous aidons les petites entreprises à gérer leurs archives numériques en toute sécurité grâce à une plateforme simple avec un accompagnement local et support personnalisé. Ils font de l'archivage numérique, mais pour les petites entreprises, sans trop d'exigences, avec une plateforme simple, un accompagnement local et un support personnalisé. Deuxième exemple, un service de livraison rapide en 30 minutes partout à Kinshasa. En 30 minutes. Leur particularité, c'est les 30 minutes. Les 30 minutes, là, ils ne dépassent pas les 30 minutes. Où que vous soyez. Là, c'est la formulation de votre proposition de valeur. Sans ça, c'est mort. Quatrième étape dans la construction de l'offre, c'est le positionnement. La place que vous occupez dans l'esprit du client. Le positionnement marketing, c'est la place que votre marque occupe dans l'esprit de votre marché cible par rapport à vos concurrents. Et quand vos clients essayent de penser à vous, quelle est la place qu'ils vous donnent? Maintenant, il y a des axes de différenciation possibles. On peut vous comparer à vos clients, à vos concurrents par rapport à la qualité, par rapport à l'expérience. On dit non, mais vous pouvez aller chez telle personne parce que lui, il a de l'expérience. Hein.
faut vraiment travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience. Non, son service vraiment est de qualité. Quand il vient travailler pour vous, c'est vraiment exceptionnel. Donc, il y a les axes de différenciation. J'ai parlé de la qualité, j'ai parlé de l'expérience, j'ai parlé de prix. Ah, il y a des bons prix, lui. Hein. J'ai parlé de l'innovation. Lorsque vous proposez, qu'est-ce qui est innovant? Qu'est-ce que vous proposez d'innovant? Et puis, l'image de marque. Il y en a qui ont des clients seulement parce qu'ils ont déjà l'image de marque. Ils ont une très grande réputation. Donc, les axes de différenciation possibles, il y a la qualité, l'expérience, le prix, l'innovation et l'image de marque. Donc, quand vous voulez, par rapport à la place que vous devez avoir, que vous devez occuper dans l'esprit de votre marché cible, vous devez vous positionner par rapport à ces axes que je viens de citer. Soit vous différencier de vos concurrents par la qualité de votre service, vous différencier de vos clients par l'expérience que vous avez, vous différencier de vos clients par le prix que vous proposez, vous différencier de vos clients par l'innovation de votre offre ou par l'image de marque. Cinquième étape, la conception du produit ou du service. Une offre commercialement construite doit comporter plusieurs éléments essentiels. Une synthèse exécutive par rapport à votre produit ou votre service. Vous devez faire une synthèse exécutive. Un résumé de l'offre en quelques lignes permettant au prospect de prendre rapidement connaissance de l'idée globale et des éléments clés. Une synthèse exécutive. Donc vous devez parler de votre produit ou de votre service d'une manière très rapide, d'une manière courte, de manière à ce que quand vous leur expliquez, on appelle ça le pitch, vous parlez de votre produit ou de votre service en quelques lignes. Le client déjà peut savoir et connaître de quoi il s'agit. Si vous devez prendre beaucoup de temps pour expliquer ce que vous faites exactement, c'est compliqué. Parce qu'on dit souvent que vous devez être capable de définir votre produit ou votre service, le temps que l'on peut passer dans l'ascenseur, parce que vous pouvez rencontrer votre persona, votre client idéal dans un ascenseur, et le temps juste de lui parler, ce sera juste le temps que vous prendrez avec lui dans l'ascenseur. Si ce temps-là, vous ne savez pas bien expliquer votre produit ou votre service, c'est mort. Donc, vous devez bien faire une synthèse exécutive. Deuxième chose par rapport à votre produit et votre service, c'est la problématique du client. Votre produit et votre service doivent répondre aux besoins du client. Exposer clairement le problème ou le besoin que vous avez identifié chez le prospect, que vous avez identifié chez vos clients. Quel est le besoin ou le problème que vous avez identifié? C'est une opportunité. Montrez votre compréhension et votre savoir-faire. Et quand vous parlez de votre produit, vous devez savoir exposer clairement le problème et le besoin que vous avez vu chez les clients, chez les prospects. Et cela constitue pour vous une opportunité. Troisième chose, c'est la solution que vous proposez. Donc, être capable de faire une synthèse, exposer clairement le problème ou le besoin, la problématique du client, présenter la solution que vous apportez pour résoudre ces problématiques. Dans votre synthèse, vous devez être capable de présenter, d'exposer le problème ou le besoin du client ou du prospect, présenter la solution que vous apportez pour résoudre cette problématique. Une proposition qui réussit est construite à partir des critères de décision de l'acheteur, non à partir du document standardisé. Ne lui proposez pas quelque chose de standard. Proposez-lui quelque chose qui est vraiment, qui tient compte de ses critères à lui. Si en lui parlant de votre produit, vous ressortez, vous exposez clairement le besoin ou le problème que le client a et présentez très bien la solution pour résoudre ce problème ou ce besoin, satisfaire ce besoin de votre client, facilement vous pouvez captiver le prospect ou le client. Et puis en dernier lieu, ensuite, présenter les bénéfices de votre solution. Quels sont les avantages que vous apportez à votre solution? Fournissez des exemples concrets, des situations où votre solution a été mise en place efficacement. Je parlais de la synthèse, ensuite j'ai parlé de la problématique du client, votre solution apportée, quels sont les avantages de votre solution. Ensuite, quel est le plan d'action? Développer le fonctionnement de votre solution. Comment est-ce qu'elle sera mise en place? Comment est-ce qu'elle sera intégrée facilement pour répondre aux besoins du client? Ensuite, la tarification, n'oubliez pas le prix. Et puis, les conditions générales de votre produit ou de votre service. Le délai de livraison, les modalités de paiement, les garanties. Très important. Présentez chaque composante comme un levier de valeur. Le produit, le service principal, les prestations complémentaires, la garantie, le support client, la livraison, la formation, l'installation, la personnalisation, le suivi après-vente. Toutes ces choses sont des choses que vous pouvez présenter comme des leviers de valeur par rapport à votre produit, par rapport à votre service. Donc, voilà mon produit, mon service. Cette formation, voilà les garanties que vous aurez. Par exemple, après la formation, vous aurez 2 mois où nous pourrons vous coacher par rapport à ce produit, par rapport à ce service, à ce que vous apprenez. Nous installons ce produit, vous aurez droit à la formation.
vous allez acheter ce produit, nous viendrons installer gratuitement. Voilà, toutes ces choses sont des composantes qui peuvent constituer comme des leviers de valeur de votre produit ou de votre service. Ce sont des éléments différenciateurs qui vont faire que votre client puisse accrocher. 6e étape, j'espère qu'on est en train de me suivre. Je suis déjà à la 6e étape de la construction d'une offre. Première étape, c'était l'analyse du marché. Deuxième étape, la définition du client cible. Troisième étape, la formulation de la proposition de valeur. Pourquoi vous? Quatrième étape, le positionnement de la place que vous occupez par rapport à vos concurrents. Cinquième étape, la conception du produit et service. Sixième étape, créer une offre irrésistible, une offre perçue comme attractive lorsqu'elle combine plusieurs éléments. Les bénéfices clairement exprimés, le résultat concret attendu, les réductions des risques qui va se faire par la garantie de la proposer, par un essai. On va venir essayer, donc vous allez voir, par un remboursement selon le contexte. Si ça ne marche pas, on va vous rembourser. Donc je parle de bénéfices clairement exprimés, les avantages que vous offrez par rapport à votre produit ou votre service, les résultats concrets attendus, les réductions des risques, la simplicité de compréhension, la crédibilité, les preuves, les témoignages, les références. C'est très important. Lorsque vous faites une offre, il faut qu'il y ait des témoignages, il faut qu'il y ait des preuves. Je travaille pour telle service, telle entreprise, l'autre entreprise, quand c'est un service que vous offrez. Quand c'est un produit, il doit avoir des gens qui témoignent sur ce produit-là. Et puis des références. Et si vous voulez vérifier telle personne, telle autre entreprise qui ont bénéficié de mes services. Et puis les conditions d'accès claires. Là, ce sont comment créer une offre irrésistible. 7e étape, fixation du prix. Fixation du prix. Là, vous devez vraiment porter votre attention. La fixation du prix consiste à déterminer le montant que le client devra payer pour acquérir un produit ou un service. C'est une décision stratégique qui influence directement les ventes, qui influence la rentabilité, qui influence le positionnement de la marque et la perception de la valeur par le client. Donc, vous pouvez avoir un prix très haut, ou un prix trop bas, ou un prix trop haut, ou un prix qui correspond à votre marché. Le prix ne doit pas être fixé au hasard, ni uniquement en fonction de la concurrence. Il doit refléter la valeur apportée au client. Si vous pensez que votre proposition de valeur est vraiment meilleure par rapport à vos concurrents, donc votre prix aussi doit le refléter. En fixant aussi le prix, vous devez tenir compte des coûts que votre entreprise va couvrir et les bénéfices que cela va générer. Donc vous n'allez pas fixer des prix sans tenir compte des dépenses que vous allez faire, sans tenir compte des bénéfices que vous devez faire. Tout ça, c'est important. Pourquoi c'est important de fixer le prix? Un prix défini permet d'assurer la rentabilité de l'entreprise, évidemment. Permet d'attirer le bon segment de clientèle. Parce que en segmentant, vous devez tenir compte du revenu de votre segment cible. Donc les gens vont voir le prix à cette catégorie de personnes qui sont attirées. Vous allez fixer votre formation à $150. Sachez qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ne vont pas s'intéresser parce que déjà le coût est au-delà de leur moyen. D'autres qui vont dire c'est trop bas. Ça veut dire que c'est un produit qui n'a pas beaucoup de valeur. Donc le prix, vous devez bien le fixer. C'est-à-dire, premièrement, c'est pour assurer la rentabilité de votre entreprise, bénéfices, les charges. Deuxièmement, pour attirer le bon segment de clientèle. Troisièmement, positionner le produit ou le service sur le marché. Cinquièmement, renforcer la crédibilité de l'offre. Sixièmement, financer le développement de l'entreprise, évidemment. Et puis septièmement, soutenir une croissance durable. Le prix vous permet tout cela. Quand vous fixez mal le prix, les conséquences, des marges insuffisantes, voire des pertes, vous travaillez à perte, une image de faible, vous avez mal fixé le prix, peut faire que les gens aient une mauvaise image de votre produit ou de votre service. Quand vous fixez mal le prix, vous pouvez faire des ventes limitées si le prix est trop élevé sans justification. C'est trop cher. Les gens vont acheter vraiment de manière à compte-gouttes. Et puis des difficultés à concurrencer efficacement les autres acteurs du marché. Eux sont à 100, toi tu as 200. Ils sont à 100, toi tu as à 50. Ce sera difficile de pouvoir les concurrencer. Lorsque pour fixer un prix, vous devez tenir compte de ces facteurs. Premier facteur, le coût de revient. Évidemment, avant de fixer un prix, il faut connaître le coût total de production ou de prestation. Ça veut dire ce que vous dépensez dans la production de votre produit, dans la prestation de votre service. Il comprend notamment les matières premières, la main-d'œuvre, les frais de transport, le loyer,
les charges administratives, le marketing, les impôts, les taxes, les commissions et les autres frais indirects. Tenez compte de ça. Je ne dis pas que pour chaque produit, chaque service, il y aura tout ça. Mais pour certains, c'est la main-d'œuvre. Pour d'autres, c'est les frais de transport. Pour d'autres encore, c'est le loyer. Comme ça que vous voyez, les mêmes produits qui sont vendus en ville sont plus chers que lorsqu'on les vend à la cité. Parce que le loyer en ville est plus cher. Là-bas, il y a plus de charges administratives en ville. Ils sont contrôlés facilement. Alors que dans la cité, souvent, il n'y a aucun contrôle, pas beaucoup de charges, pas d'impôts. Des fois, on ne paye même pas d'impôts. Tu es tranquille. Alors que quand vous ouvrez un magasin en ville, sachez que vous êtes déjà exposé à payer les impôts, les taxes. Tenez compte des commissions, tenez compte de tous les autres frais indirects dans le prix, dans le coût de revient. D'ailleurs, la formule, c'est le prix minimum, c'est le coût de revient plus la marge souhaitée. Le coût de fabrication d'un sac peut être 20 $. La marge souhaitée, c'est 10 $. Donc, le prix de vente minimum, c'est 30 $. Minimum. Ça, c'est le coût de revient. Deuxième facteur, la valeur perçue par le client. En dehors du coût du revient, c'est la valeur perçue par le client. Quand vous fixez le prix, vous dites comment cela va se présenter devant les clients. Très important. Le client ne paye pas uniquement un produit, il paye la valeur qu'il pense recevoir. Un sac à main d'une femme, un sac Chanel ou Louis Vuitton ne sera pas vendu au même prix qu'un petit sac qui n'a pas de nom. Donc le prix là-bas dépend de la valeur perçue par le client. Le client, dès qu'il regarde des baskets, il voit des baskets Nike, des baskets Adidas, il fixe un prix assez élevé parce qu'il sait que c'est le client lui-même sait que c'est un produit de grande valeur. Cette valeur peut être liée à la qualité, la fiabilité, le design, le service après-vente, la rapidité, l'expertise, la notoriété de la marque et les résultats obtenus. Deux produits le même coût peuvent donc être vendus à des prix très différents si leur valeur perçue est différente. Deux baskets qui font la même chose, qui peuvent être vendues au même prix, mais si l'une des baskets est de la marque Nike ou Adidas, ça peut être vendu un peu plus cher. Deux véhicules qui font la même chose, mais si l'autre, c'est une marque assez connue, comme une grosse Toyota Prado, tu peux avoir une grosse voiture Jeep, mais qui ne sera pas vendue au même prix. Troisième facteur, le prix de la concurrence. Après avoir tenu compte du coût du revient, tenez compte de la valeur perçue par le client, n'oubliez pas le prix de la concurrence. Vous devez toujours fixer votre prix par rapport à la concurrence. L'analyse de la concurrence permet de connaître le prix pratiqué, le positionnement de concurrents, les services inclus, les avantages offerts. D'abord, on vend avec de l'avantage et tout ça. C'est pour ça qu'il faut toujours étudier la concurrence. Il ne s'agit pas de copier le prix, mais de comprendre le marché pour définir une stratégie cohérente. Vous ne pouvez pas être trop haut ou trop bas, ou offrir trop d'avantages qui vont vous faire des pertes très importantes. Vous allez vendre en ville sur le boulevard et revendre au même prix que le grand marché. Vous avez des risques de connaître des problèmes. Or, l'autre facteur dont vous devez tenir compte, c'est le profil du client. À qui est-ce que vous vendez ce produit-là? C'est très important. Vous devez vous poser la question, quel budget mon client est-il prêt à consacrer à cette solution? Quel bénéfice attend-il? Existe-t-il plusieurs segments de clientèle nécessitant des offres différentes? Cinquième facteur, les objectifs de l'entreprise. Le prix dépend aussi de la stratégie poursuivie. Je peux fixer un prix parce que je voudrais gagner rapidement des parts de marché. Je peux fixer un prix parce que je veux maximiser la rentabilité. Je vais fixer un prix pour positionner mon offre comme haut de gamme, de luxe. Je peux fixer un prix pour fidéliser les clients. Je peux fixer un prix pour écouler mon stock. Il y en a qui font des soldes. Je peux fixer un prix pour lancer un nouveau produit. Je baisse un peu le prix parce que c'est un nouveau produit que je voudrais lancer. N'oubliez pas ces 5 facteurs dans la fixation de votre prix. Alors, les principales stratégies pour fixer le prix. Il y a des tarifications qui sont basées sur les coûts. Il y a des tarifications qui sont basées sur la valeur. Ça dépend de ce que je viens de dire. Il y a des tarifications qui sont basées sur la concurrence. Et puis des tarifications qui sont basées sur la psychologie. C'est la valeur. C'est que c'est telle valeur. Un produit de telle valeur. Et puis il y a des tarifications classées par niveau. Gold, Best, Better, Best, Essentiel, Professionnel, Premium. Et ça, c'est important de tenir compte de tout ça. Les erreurs à éviter pour fixer un prix. Ne fixez pas un prix uniquement en fonction des concurrents. N'oubliez pas certains coûts indirects. Ne baissez pas le prix pour chaque négociation. Ne sous-estimez pas la valeur de votre expertise. Ne modifiez pas constamment le prix sans stratégie. Et ne vous expliquez pas ce qui ne... Ayez toujours une explication qui justifie votre prix. Voilà. Ça, c'était la fixation du prix. C'était
On va vérifier. La 40e étape, la 7e étape, la fixation, la construction de l'offre, la fixation du prix. 8e étape, nous parlons du choix des canaux de distribution. Comment vous voulez liquider votre marchandise. C'est très important, le choix de liquidation de votre produit ou de votre service. Ici, vous devez définir comment vous voulez distribuer votre produit, votre service. Le choix de canaux de distribution est une décision stratégique qui consiste à déterminer par quel moyen un produit ou un service sera mis à la disposition des clients. Un bon canal de distribution permet d'atteindre efficacement la clientèle cible, de résoudre le coût et d'améliorer l'expérience client. Un canal de distribution, c'est le chemin que va emprunter votre produit ou votre service, allant de vous, le producteur du produit, jusque vers l'utilisation de l'utilisateur final. Il comprend les différents intermédiaires, les points de vente, les plateformes, toutes ces choses. Il y en a qui vendent sur Internet, il y en a qui vendent dans des boutiques, il y en a qui vendent dans des magasins, il y en a qui offrent leurs services en ligne, il y en a qui offrent sur place, il y en a qui offrent des formations à domicile, qui offrent des formations dans les centres, qui offrent des formations en ligne. Ça, ce sont des canaux de distribution. L'objectif est de répondre à la question: comment mon client va-t-il acheter mon produit ou bénéficier de mon service? Pourquoi le choix des canaux est important? Parce que le canal de distribution influence directement les ventes, la rentabilité, la visibilité, la satisfaction des clients, la rapidité de livraison et les coûts d'exploitation. Un excellent produit peut connaître un échec commercial si les clients ne savent pas où le trouver, ne savent pas comment l'avoir. Donc c'est déjà, ça devient compliqué. Les principaux canaux de distribution. La distribution directe. L'entreprise vend directement aux clients sans intermédiaire. Par exemple, des boutiques, des sites internet, des réseaux sociaux, de WhatsApp, business, des ventes à domicile, des ventes lors des événements. Ce sont des distributions directes. Les avantages de distribution directe, c'est une marge plus élevée, le contrôle total de la relation avec le client, la meilleure connaissance des besoins des clients, la fidélisation plus facile. Les inconvénients nécessitent davantage de temps et de ressources, couverture géographique parfois limitée. La distribution indirecte, les intermédiaires vendent des produits à votre place. Par exemple, les grossistes, détaillants, pharmaciens, supermarchés, revendeurs, distributeurs. Les gens qui vont, vous avez des produits à vous, mais d'autres personnes le vendent pour vous. Donc, c'est votre produit, vous vendez peut-être en gros, ou vous allez déposer votre produit dans un supermarché pour le vendre. D'autres personnes vont acheter ça dans le supermarché. Et voilà, vous déposez un supermarché, déposez auprès de beaucoup d'autres clients. L'avantage, c'est que vous allez couvrir une marge plus large, vous allez vous développer plus rapidement et il y aura moins de gestion quotidienne de vente. Les inconvénients, c'est qu'il y a moins de contrôle sur l'expérience client et une dépendance vis-à-vis de votre partenaire, celui qui vend pour vous. Et puis, il y a la distribution hybride, ça c'est les deux. En même temps, vous faites du direct, en même temps, vous faites de l'indirect. Ça, c'est vous êtes distribution hybride. Voilà. Distribution directe, indirecte et hybride. Vous vendez vous-même, relation client vous-même, vous vendez au travers des intermédiaires ou vous faites les deux. Pour les produits, il y a des magasins, les canaux de distribution. Il y a des magasins, des supermarchés, des boutiques, des ventes ambulantes, des sites e-commerce, des marketplaces, des livraisons à domicile. Pour les services, il y a des rendez-vous en agence, des sites internet, des applications mobile, des téléphones, WhatsApp, visioconférence. Maintenant, on peut vendre des services en ligne et tout ça. Par exemple, un coach peut vendre ses prestations en présentiel, ou sur Zoom, ou sur Internet, ou grâce à WhatsApp Business. Il y a des produits maintenant numériques, des plateformes de formation en ligne, des sites Internet, Shopify, Play Store. Voilà. Ça, ce sont les canaux de distribution. 9e étape, la stratégie de communication. Très important. La stratégie de communication est l'ensemble des actions planifiées que l'entreprise met en œuvre pour faire connaître son offre. Susciter l'intérêt, convaincre les prospects et fidéliser les clients. Quelle est la stratégie de communication pour votre entreprise, pour vos produits et vos services? Une bonne offre ne se vend pas uniquement parce qu'elle est de qualité, mais se vend aussi parce que les clients la connaissent, la comprennent, en perçoivent la valeur. S'il y a une très forte publicité, une très forte communication sur votre produit, ça peut générer des ventes. Une stratégie de communication permet de faire connaître l'offre, développer la notoriété de la marque sera très connue, vous différencier des concurrents, parce que vous présentez vos produits, votre unicité, ce que vous avez d'unique, et les gens commencent à vous découvrir et à comprendre en quoi vous êtes différent de vos concurrents. Cela crée une relation de confiance avec le prospect, cela génère des ventes, fidélise les clients,
et renforce la réputation de l'entreprise. Très important. Donc les objectifs, de faire connaître un nouveau produit, de générer des prospects, d'augmenter les ventes, lancer une promotion, améliorer l'image de marque, fidéliser les clients existants. Il y a plusieurs canaux de communication. Le choix de canaux de communication dépend des habitudes de votre clientèle. Il y a des canaux numériques tels que Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, WhatsApp Business, les sites web, les emailing, les SMS, YouTube, sont des canaux numériques. Il y a aussi des canaux traditionnels, la radio, la télévision, les affiches, les flyers, les banderoles, la presse, les événements, le bouche à oreille. Donc, vous pouvez utiliser des canaux numériques, tout comme utiliser des canaux traditionnels. C'est-à-dire, vous rendez à la radio, vous faites la télévision, vous faites des affiches, des flyers, des banderoles, vous êtes à la presse, vous faites des événements de bouche à oreille. Lorsque vous passez par des canaux de communication, vous devez savoir quel ton de communication vous devez employer. Il y a des tons professionnels, il y a des tons inspirants, il y a des tons conviviaux, il y a des tons éducatifs, il y a des tons dynamiques et institutionnels. Ça dépend de votre cible. Vous devez planifier des actions. Très important. On va le voir dans la suite. Vous devez avoir une stratégie de communication pour votre offre. Voilà. N'oubliez pas cela. Alors, nous allons parler du branding. On va le voir en profondeur. Après, vous devez construire une marque forte pour votre entreprise, votre produit, votre service. Doit être connu, le nom de la marque, le logo, les identités visuelles, les couleurs officielles, les typographies, les icônes, toutes ces choses, nous les verrons plus tard. Mais vous devez juste savoir que vous devez vraiment développer une bonne stratégie de communication pour votre produit ou pour votre entreprise. Cela fait partie de votre offre. 10e étape, comment vous différencier. Je vais juste citer. Premièrement par l'innovation, deuxièmement par la qualité, troisièmement par la rapidité, quatrièmement par la proximité, la personnalisation, la spécialisation, l'expérience, la technologie, l'accompagnement. On a déjà parlé de toutes ces choses en avant. Alors on va terminer par un atelier pratique. On va y revenir demain en profondeur, mais là vous devez connaître en quoi va constituer cet atelier. Chacun de vous va construire son offre en remplissant un Canva de l'offre. Je vais vous envoyer un document qu'on appelle Canva de l'offre. Il répond les clients cibles, le problème principal, la solution proposée, proposition d'offre, les caractéristiques de votre offre, les bénéfices de votre client, les éléments de différenciation, le prix et justification, les canaux de distribution, les garanties et services, les intérêts, l'indicateurs de succès et le plan de test. Donc, vous aurez un document que je vais vous envoyer, un document modèle que je vais vous envoyer pour pouvoir remplir votre Canva de l'offre. Ce sera votre atelier pour demain. Voilà. Donc, pour conclure, j'ai dit, pour construire une offre commerciale solide, retenez ces principes fondamentaux. Connaissez votre marché. Faites bien une étude rigoureuse et indispensable. Ciblez précisément. Concentrez-vous sur des segments de clientèle bien définis. Troisièmement, définissez votre proposition de valeur. Soyez clair dans les bénéfices uniques que vous apportez. Quatrième chose, positionnez-vous, choisissez votre place sur le marché et tenez-vous-y. Cinquième chose, structurez votre offre. Soyez clair, complet et centré sur les besoins du client. Sixième chose, personnalisez. Chaque offre doit être adaptée à son destinataire. Et puis, septième chose, soyez transparent sur les prix, les délais et les conditions. Une offre bien construite est celle qui répond à un besoin, à un vrai besoin, qui se distingue de la concurrence et qui est présentée de manière claire et convaincante. C'est le fondement sur lequel vous attirez la relation de vos clients et la croissance de votre entreprise. Voilà un peu ce qui concerne la construction de votre offre. Donc, si vous ne comprenez pas que vous devez avoir l'offre, vous devez bien construire votre offre. Ce sera difficile de pouvoir vendre. Donc, retenez ces choses. Écoutez cette leçon, réécoutez-la, réécoutez, pour pouvoir vous aider à bien construire votre offre qui va attirer des clients. Voilà tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour l'atelier pratique. Merci et Dieu vous bénisse.